Qu'est-ce qui fait que nous avons considéré que c'était une question d'actualité qui méritait d'être débattue préliminairement aujourd'hui? C'est l'arrêt de la première chambre civile du 10 avril 2013. On en était resté, vous vous souvenez, aux deux arrêts fondamentaux de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000, qui avait dit « Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil », mettant un point final à beaucoup d'aléas jusque-là dans les années 90 sur le recours possible, subsidiaire, complémentaire, alternatif, etc. à l'article 1382. L'Assemblée plénière avait très clairement dit « Si la faute est dans le catalogue des fautes, en l'occurrence des infractions de la loi de 1881, pas de recours possible à 1382. » Et depuis, les choses étaient assez lisibles, en tout cas de mon point de vue, avec des petites hésitations. J'en parlerai rapidement tout à l'heure quand on verra les cas de figure de ce qui resterait à devoir être envisagé par le juge hors de la loi de 81, mais une certaine lisibilité. Et puis, cet arrêt du 10 avril 2013, dont je vous lis l'attendu principal, qui est un peu différent. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Alors, ensuite, on ajoute, mais c'est attaché au cas d'espèce, et en l'espèce, les propos fussent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas. Donc, c'est assez proche, mais ce n'est plus le recours exclusif, si je puis dire, au catalogue de 1881. C'est plus large, c'est dans les cas spécialement déterminés par la loi. Donc, la loi et l'adverbe spécialement qui est fondamental. Là, en l'occurrence, ce que nous dit la première chambre civile, c'est peut-être très mal de mentir, mais en l'occurrence, ce n'est pas puni par la loi de 1881, de sorte que moi, je ne peux pas considérer qu'il y ait de faute, puisque ce n'est pas un des cas spécialement déterminés par la loi. Et cet arrêt est rendu au visa de l'article 10 de la CEDH. J'entends que ce recours qui est assez récurrent désormais, assez moderne, l'est à mon avis parce que c'est surtout l'exigence de prévisibilité que pose cet article 10 qui a été retenu par la Cour de cassation comme étant ce qui fait la règle. Moi, pour introduire le débat et laisser la parole à nos deux invités ensuite, je voudrais rappeler que c'est surtout un principe constitutionnel posé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a une rédaction très particulière. Elle est très particulière parce qu'elle est calée sur les articles qui étaient juste avant, les articles 7 et 8, sur la responsabilité pénale. C'est exactement le même mécanisme que la liberté d'expression, et que c'est un des biens les plus précieux de l'homme, ne peut être limitée qu'en cas d'abus de cette liberté d'expression dans les cas déterminés par la loi. Or, l'article 7 et l'article 8, nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés dans la loi, la même formulation. Et l'article 8, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi. Or, en matière pénale, on sait bien que le juge ne peut pas trouver toute seule et définir une infraction à partir d'une disposition très générale, comme tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l'a causé à le réparer. Et qu'il faut, dans le code pénal, voire dans les lois pénales annexes, que le cas en question soit prédéterminé, prévisible, incontestable. Et c'est ce qui avait amené le doyen Carbonnier à dire, mais à la lumière de ces dispositions fondamentales, est-ce que la loi de 81 n'est pas un système juridique clos qui se suffit à lui-même et sans possibilité de recours à 1382 le système juridique clos se suffisant à lui-même, arbitrant une fois pour toutes les intérêts en présence. Dans le silence et la gloire, cette chronique à propos de l'arrêt Branly de 1951. Ce qu'objecte immédiatement cette exclusion totale, sur laquelle le doyen Carbonnier ne fait que se poser la question, c'est qu'il faut quand même un recours au juge. Et ça aussi, c'est une des exigences de
de la CEDH, il faut, lorsqu'il y a une faute évidente, que fondamentalement le journaliste, la presse ne peut pas ignorer, qu'il y ait réparation lorsqu'il existe un préjudice. Et donc, me semble-t-il, et puisque cette nouvelle rédaction adoptée par la Cour de cassation nous amène à nous reposer la question, c'est de savoir si il n'y a pas véritablement de fautes qui ne soient pas déjà prévues dans les lois spéciales. Ce n'est pas que la loi de 1881, il y en a un certain nombre à côté. Et si ce n'est pas prévu dans une loi spéciale, c'est que le législateur a considéré que ça ne pouvait pas être fautif et considéré comme un abus de la liberté d'expression. Et c'est, je vous le disais, le mécanisme que la responsabilité pénale. Est-ce qu'il appartient au juge de pallier de son point de vue, uniquement de son point de vue? Évidemment, il y a un plaideur qui vient en disant « moi, c'est très grave ce qu'on a fait à mon sujet et je demande réparation ». Mais le juge, à partir de rien, parce que 1382, c'est rien, nul fait quelconque, tout fait quelconque de l'homme, ça ne peut pas être un cas déterminé par la loi au sens de l'article 11, considérer que le législateur a été défaillant et inventé la faute. Alors on va nous dire, oui, mais à partir du moment où elle est posée depuis longtemps par la jurisprudence, qu'il y a une répétition, la CEDH, la Cour de Strasbourg, considère que ça peut être une loi. Finalement, c'est le principe du droit prétorien, répétition de la restriction et émergence de la prévisibilité, on ne peut plus ignorer. Et de nous citer les exemples belges et luxembourgeois dans lesquels... Les Français. Non, pas encore français, c'est ce qu'on va voir, dans lesquels les recours à l'article 1382 du Code civil est la norme. Alors, il faut savoir qu'ils ont les mêmes règles que nous, mais qu'ils en sont restés à la cour d'assises pour les délits de presse, qui ne réunissent jamais la cour d'assises pour juger les diffamations, et que le seul recours effectif est beaucoup moins nombreux que chez nous, hein, même en rapport du nombre d'habitants, pour des fautes commises par la presse, des fautes de publication, c'est le recours civil. Et en fait, je me suis fait expliquer ça par un confrère belge, ils articulent une diffamation et ils fondent, parce qu'ils ne font pas de technique un peu différente, mais ils fondent le recours au juge civil sur l'article 1382. Ça ne veut pas dire qu'ils n'inventent n'importe quelle faute à partir de rien. Ils sont quand même dans les critères et les définitions de la loi sur la presse, mais ils ne vont pas en matière pénale parce qu'on ne peut pas réunir la cour d'assises et qu'ils n'ont pas fait la réforme que nous avons fait en 1935 ou 1936, je ne sais plus très bien, lorsqu'on a correctionnalisé un certain nombre de délits de presse. Pour terminer, et allant dans le sens du doyen Carbonnier, je voudrais qu'on se pose aujourd'hui la question de savoir si même les fautes qui, depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de 2000, sont considérées comme pouvant être admises au visa de l'article 1382 parce que non prévues par les lois spéciales, ne sont pas en définitive. Quand on examine la jurisprudence, j'ai dénombré 4 cas de figure. Les informations mensongères, tronquées, publiées de mauvaise foi, avec des journalistes d'une grande partialité, qui ont été animés par une grande volonté de nuire. Les informations de nature confidentielle, et dont la confidentialité, nous dit le juge, y compris en référé dans une affaire de secret des affaires à propos de la révélation par un site internet d'un projet de plan social au sein d'une grande entreprise. C'est une confidentialité que vous ne pouviez pas ignorer. Certes, elle ne s'imposait pas à vous, mais vous ne pouviez pas l'ignorer. En prenant la décision de publier, vous commettez la faute, et à partir de rien, aucune infraction particulière, aucune faute que précise la loi par avance. Alors il y a le cas traditionnel sur lequel a priori toute la doctrine s'entend, la mise en cause des produits, services, sans désignation d'une personne juridique qui serait recevable à se plaindre dans les formes et les règles de la loi de 1881, ce qu'on appelle la théorie du dénigrement fautif. Et enfin, le cas particulier, on parle moins, mais qui est toujours un petit peu sous-jacent et qui heurte toujours un petit peu le juge, les problèmes des diffamations envers la mémoire des morts lorsque les héritiers ne sont pas directement visés par les propos. Et on considère que ce serait ne pas permettre, en cas de grave diffamation avérée, de grave calomnie, de ne pas permettre aux héritiers de venir laver l'honneur du défunt, que de ne pas les admettre à poursuivre sur le fondement de l'article 1382. Je voudrais faire sur ces 4 sujets des pistes de réflexion. Les propos mensongers.
c'est pas vrai que la loi de 1881 et les autres lois sur la presse ne prévoient pas et n'encadrent pas de punir les propos mensongers. Lorsque le propos mensonger est attentatoire à l'honneur et à la réputation, c'est la diffamation, c'est le principe même du procès en diffamation. Vous avez les fausses nouvelles. Alors c'est vrai, il faut des conditions complémentaires, mais si le législateur a dit qu'il faut des conditions complémentaires, c'est qu'il considère que le simple propos mensonger n'est pas fautif, sinon il l'aurait défini autrement. Et vous avez même dans le code pénal le délit de montage, ce qui est une forme de mensonge, lorsqu'on monte des images sans dire qu'elles sont montées et qu'elles donnent de la réalité une présentation trompeuse, voire fausse. Vous avez la publicité mensongère qui est incriminée en matière de publicité. Donc vous avez bien le mensonge qui existe dans notre loi. Et si on n'est pas allé si le législateur n'est jamais allé au-delà, c'est en tout cas ce que je considère qui doit être l'appréciation, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de recours à l'article 380. C'est un peu le sens de l'arrêt d'avril dernier. Les informations confidentielles, là aussi, s'il y a des informations confidentielles, une confidentialité qui doit s'imposer à la presse, c'est au législateur de le dire. Il l'a dit pour l'intimité de la vie privée, il est en train de le voir comment il peut faire pour les données personnelles, il l'a peut-être dit sur d'autres secrets, là je ne vais pas trop m'avancer parce que je risque de dire des bêtises, mais en tout cas ce n'est pas a posteriori au juge de dire, eh bien que si moi je considère que c'était confidentiel et ça devait s'imposer à vous. Car là on est vraiment dans le mépris de la disposition constitutionnelle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Je faisais allusion tout à l'heure à une affaire concernant ce site internet qui avait publié. C'est vrai que c'était peut-être un peu aventureux de sa part et que ça pouvait provoquer des troubles. Alors, peut-être qu'on n'était pas loin de la fausse nouvelle, j'en sais rien. En tout cas, l'affaire est soumise à la Cour de cassation. Je ne vais évidemment pas vous demander de dire dès à présent ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est devant votre chambre ou non que l'affaire va venir, mais on aura normalement un arrêt prochainement pour savoir si le juge de référé, en l'occurrence, le juge de commerce de référé, mais confirmé par la Cour d'appel de Paris, a eu ou non raison de sanctionner ce site Internet. L'atteinte aux produits. Alors là, l'atteinte aux produits, c'est... je vais être peut-être un peu le seul à penser. Je pense qu'on est allé aussi un petit peu vite. Que lorsqu'on dénigre un produit, une marque, c'est vrai que quand cette marque n'est pas la même que la dénomination sociale, il y a un problème de désignation. Mais nous connaissons, nous, en matière de diffamation, la désignation sans nommer la personne qu'on critique. Et il suffit qu'il soit identifiable par le lecteur pour être recevable. On plaide ça tous les jours, dans nombreux dossiers, pour des articles qui n'ont pas nommément désigné les personnes critiquées. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, ça supposerait un petit coup de gouvernail dans la jurisprudence, j'en conviens tout à fait, mais de considérer que même lorsque le propriétaire de la marque, celui qui commercialise ou qui fabrique le produit dont on dit qu'il est défectueux, qu'il nuit à la santé ou je ne sais quoi, sont considérés comme désignés. Car fondamentalement, ce dont on se plaint, c'est une atteinte à la réputation commerciale de cette société ou de ce propriétaire de la marque. Donc là-dessus, il y a peut-être une réflexion à avoir et on reviendrait dans le cadre qui est quand même le plus acceptable de la loi de 1880 avec ses garanties, ses règles procédurales, ses règles de prescription. Et on n'aurait pas cette zone qu'on a toujours un peu des difficultés à établir entre ce qui serait uniquement du produit ou ce qui serait déjà de la désignation de personnes. Il y a un arrêt de 2001 de la deuxième chambre civile que, en préparant cette petite introduction, je revisais sur un appel au boycott, où la deuxième chambre civile a bien dit, oui, mais derrière cet appel au boycott, il y a bien une critique de la politique commerciale de la société en question, et donc ce n'était qu'au visa de l'article 29, alinéa 1er, que le procès pouvait être fait. La dernière chose, c'est l'atteinte à la mémoire des morts. Là aussi, il me semble que c'est au législateur de peut-être d'adoucir cette condition de héritier directement visé ou atteint par les propos. Alors, je rappelle qu'il y a toujours de deuxième alinéa le droit de réponse, qui permet aux héritiers, alors évidemment, il faut une publication périodique, j'en conviens, lorsque c'est un livre, c'est plus compliqué, de faire valoir un point de vue et un démenti. Mais si le législateur a posé cette exigence, c'est que pour lui, elle avait une certaine importance. Et on en revient donc à mon point fondamental introductif. Est-ce que c'est au juge d'aller au-delà de ce qu'a voulu le législateur en cette matière? Est-ce que ce principe constitutionnel
Et cette rédaction particulière de l'article 11, que dans les cas déterminés dans la loi, qu'on retrouve sur le principe de la responsabilité pénale, ne doit pas être respectée par le juge. Voilà, j'en ai terminé par cette petite propos introductif de ce qui me paraît être le débat d'actualité aujourd'hui. Je passe la parole à Madame Crédville en lui demandant un peu à la manière de Hamlet, alors 1382, or note 1382, that is the question.